Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. L'aéronautique et le spatial. Au-delà du gros Airbus, un grand nombre de PME sous-traitantes forment la plus importante activité de la région. C'est le représentant de l'une d'entre elles que je reçois aujourd'hui. Epsilon est spécialisé dans une recherche primordiale, la recherche dans le thermique. Et pour parler d'Epsilon, j'accueille dans ce studio le président et le fondateur de cette entreprise, Bruno Deshonnette. Bruno Deshonnette, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Alors, vous avez fondé Epsilon en 1992, 21 ans d'histoire déjà. Oui. Vos locaux sont dans le sud de Toulouse, pas loin de l'ancien site d'AZF. Alors, tout d'abord, quelques mots sur vous, parce que bon, bien sûr, pour diriger une entreprise de la sorte, il faut être du métier. Vous êtes un ingénieur d'origine toulousaine. Vous avez travaillé quelques années au CNES, mais vous avez quitté le CNES pour fonder Epsilon au début des années 90. Donc, vous avez quitté le CNES parce que vous vous ennuyez. Est-ce que c'est vrai ? Mon directeur a dit à l'époque que je quittais le CNES parce que je manquais d'espace. Ce qui, pour l'Agence française de l'espace, était plutôt un clin d'œil sympathique. Mais effectivement, en début de carrière, j'ai eu une chance fantastique de me retrouver dans l'aventure spatiale, avec des gens extraordinaires, des gens passionnés. Et au bout de quelques années, quand on est un jeune ingénieur et que sa carrière est tracée sur une courbe, on a envie de faire autre chose, de bouger. Et j'ai vu l'ensemble de mes clients à l'époque et j'ai bougé, j'ai créé mon entreprise pour essayer de faire la même chose, mais de le faire au niveau privé, d'amener un savoir-faire d'ingénieur et de recherche dans le monde privé. Et très souvent, dans cette émission, nous recevons des invités comme vous qui sont passionnés par cette envie de créer une entreprise, de s'être lancé dans une entreprise, peu importe les défis, les problèmes que ça rencontre, parce que c'est pas forcément une partie de plaisir. Mais vous, ça a été un petit peu sur un coup de tête aussi. C'était pas forcément un projet que vous avez construit dès le début, ou même quand vous étiez plus jeune étudiant, vous n'avez pas forcément dans la tête l'idée un jour d'être votre propre patron. Non, c'est pas une idée de base, mais vous savez, j'ai fait des écoles de commerce après. On vous l'explique un petit peu comme on a envie, on vous fait des beaux business plans. À un moment donné, il y a une chose qui est fondamentale. Quel que soit le business plan, quelle que soit l'envie, quel que soit ce que vous voulez faire, à un moment donné, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a ce gap de sauter, de sortir de son quotidien, quel qu'il soit. On peut être étudiant et monter son entreprise, on peut être comme moi, j'étais ingénieur au CNES, et se dire, je le fais. C'est-à-dire que je prends mon courage de démissionner, de créer des statuts, de partir et de me lancer dans l'aventure. Et de ne pas rester dans ce doux rêve que beaucoup de gens ont, de dire, je veux le faire, mais qui n'osent jamais le faire. Donc on a, pour moi, dans la création d'entreprise, le plus important, le plus fondamental, l'acte réel du chef d'entreprise, c'est ce courage à un moment donné de dire, j'y vais. Quelle que soit la solution. Et quand on dit j'y vais, vous pouvez avoir construit un business plan à la mode commerciale aussi propre soit-il, il vous restera malgré tout 51% à minimum d'inconnu sur l'avenir de ce que vous allez affronter. Et ce 51%, c'est votre envie de le faire. Votre envie qui peut être une envie parce que c'est votre passion, qui peut être une envie comme la mienne parce que je voulais changer, faire autre chose, mais il y a forcément un désir de changer. Et si vous affrontez pas ce 51%, un minimum, qui peut être même à 60% d'inconnu, vous ne créerez jamais et vous resterez dans l'état où vous êtes, dans votre entreprise ou dans votre quotidien. Et vous êtes parti avec donc Epsilon, avec une idée en tête, c'est vous proposer de l'étude, de la recherche dans l'ingénierie, je grossis le trait, autour sur le thermique, donc autour de la chaleur dans les machines, on peut dire. Est-ce que en une phrase ou deux, vous pouvez expliquer sur quoi vous travaillez, parce que c'est pas forcément très connu auprès du grand public ou des passagers d'avion ou près des scientifiques, mais c'est quand même quelque chose de primordial dans la machine moderne. Alors, pour répondre à votre double question, la première, oui, je suis parti dans ce domaine-là, parce que vous savez, quand vous êtes jeune ingénieur et que vous créez une entreprise, vous n'avez aucun cursus de création d'entreprise, de management, de commercial, comme vous étiez ingénieur. Donc déjà, vous avez un monde inconnu à affronter, donc essayez de ne pas mettre forcément dans le même panier que des inconnus, c'est-à-dire le métier et la capacité à créer. Donc effectivement, j'ai gardé mon métier, ce que je faisais au CNES, la thermique. Et donc ce métier-là, c'est un métier qui permet effectivement de contrôler le bon fonctionnement des systèmes. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis des années, dans les années qui arrivent, vous avez de l'électronique embarquée, que ce soit dans des téléphones portables, dans des voitures, dans des trains, dans des avions, dans des satellites, dans des missiles, dans la haute technologie, dans la technologie de tout le monde, vous avez de plus en plus d'électronique qui est à bord et qui rend le système intelligent. Et cette électronique,
une tendance faramineuse à chauffer. Oui, de la chaleur. Et puis à tomber en panne. Et à surchauffer. Et à provoquer. Donc quand c'est votre lave-vaisselle qui tombe en panne, c'est pas grave. Quand c'est un TGV, on commence à faire un peu la une de la presse. Quand c'est un avion, là. Quand c'est un avion, quand c'est un satellite ou quand c'est une centrale nucléaire, on commence à avoir d'autres effets. Donc le vrai travail que l'on fait, pendant très longtemps, j'avais expliqué que la thermique était le cancer de la technologie. En fait, nous, on est comme de la médecine chinoise. On essaie d'intervenir quand le client va bien. Le cancer, c'est vraiment, pour vous, c'est comme des cellules qui se propagent et qui vont pourrir le reste. La panne thermique, dès qu'elle arrive, est une panne qui va très très vite. Donc, une panne qui se propage, qui est très difficile à arrêter, à contrecarrer. Mais par contre, un petit peu comme en médecine chinoise, on peut le savoir avant, on peut le travailler avant et on peut faire en sorte, et moi je préfère nous comparer les ingénieurs chez moi à des gens de l'Asie en disant on préfère travailler sur un corps sain pour éviter qu'il tombe malade. Parce que s'il ne tombe pas malade, c'est-à-dire si le système va bien, personne ne le voit, mais on a gagné et on a fait notre job. Par contre, si le système ne va pas bien, tout le monde le voit, ça coûte cher à la société et le patient lui-même n'est pas bien. Le patient étant un avion, un système, ce que vous voulez, quoi. Donc on est vraiment sur un travail de faire en sorte que le quotidien que vous manipulez tous les jours, de votre téléphone, quand vous regardez la télé, quand vous prenez la voiture, quand vous utilisez votre téléphone portable, quand vous travaillez sur quand vous avez une voiture électrique, vous avez des batteries, on a toujours travaillé dessus depuis 20 ans sur ces sujets-là. Et donc dans votre quotidien, vous à Epsilon, vous êtes 62, une équipe de 62 salariés. Comment ça se passe ? Ça marche un peu comme un laboratoire. Vous faites de l'étude, ça va être de la simulation informatique et à partir de calculs que vous avez pu récolter en amont, vous allez essayer de travailler pour éviter ensuite qu'un réacteur surchauffe ou qu'il y ait des choses comme ça. On est une soixantaine de personnes et l'activité principale, c'est de prévoir. Donc effectivement, c'est de modéliser physiquement un système, quel qu'il soit, que ce soit un avion, une centrale, un composant électronique, un tube progressif, un système quelconque, c'est de le modéliser, de le mettre dans un environnement potentiel dans lequel on pense qu'il va devoir œuvrer et de regarder comment il se comporte. Et à partir de là, de trouver des solutions pour que son comportement soit, si possible, dans une plage de température dans laquelle il puisse fonctionner correctement. Quand on est dans un laboratoire de scientifiques, quand on fait voler des expériences sur Mars, on sait très bien faire des expériences en laboratoire. Dans le moins 20 degrés, plus 20 degrés dans le laboratoire, moins 20 on n'y est pas souvent, mais on sait faire de l'expérience scientifique, on sait faire de très belles recherches en France. Quand il faut les amener au bout de quelques années sur un territoire martien qui n'est pas dans ces gammes de température, comment faire en sorte que ce système fonctionne? Il y en a deux. Soit on le ramène, quelles que soient les conditions, dans ce moins 20, plus 20 qu'il connaît, qui marche bien. Soit effectivement on sait que c'est pas possible et on regarde avec le scientifique comment on peut ouvrir le champ de son système pour qu'il marche très bien, même s'il faut moins 40 ou s'il fait plus 60, 70 ou plus 150. Voilà. Donc c'est les travaux que l'on fait pour amener effectivement un savoir et amener un système à fonctionner correctement dans un environnement hostile. Vous avez cité donc la mission sur Mars. On pense bien sûr à Curiosity, à tout ce que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, fait, dont vous travaillez en partie sur ce projet, mais ce ne sont pas vos seuls clients, si on peut les appeler comme ça. Bien sûr, il y a tous les gros clients aéronautiques, on va citer Airbus, Astrium, Thales à Toulouse, mais vous faites aussi de la haute technologie pour le civil et le militaire, donc vous travaillez avec l'État français. Oui. Et comment ça se passe après dans les hautes technologies? Est-ce que le travail est différent pour l'armement ou pour la machinerie militaire? Le travail n'est pas différent. La problématique est de même niveau. Vous savez, la chaleur n'est pas civile ou militaire. Elle est physique. La contrainte de contrat, par contre, n'est pas la même chose. Donc, on se retrouve dans un environnement contraint avec des complexités de secret, de travail dans le secret défense, dans le confidentiel défense, des complexités au niveau de l'embauche. Sur nos collaborateurs. Donc on a effectivement la notion militaire nous amène de la complexité de traitement d'une information qui n'a pas à être sur la place publique de manière spécifique. C'est tout. Sinon après, physiquement parlant, vous savez, c'est la même chose. À part que quand on parle physique sur la thermique d'un téléphone portable ou de la thermique d'un missile M51, on ne parle pas au même public forcément. Au-delà de la thermique, ça touche quand même le quotidien des populations, et ça je suis sûr que vous en êtes conscient. Par exemple, quelle est votre réaction quand quand c'est relayé par les médias un drame d'un avion, un avion qui s'écrase, un réacteur en surchauffe? Est-ce que ça, pour vous, c'est un signe d'échec? C'est pas un signe d'échec parce qu'on est dans une économie où le risque zéro ne peut pas exister. C'est toujours ralent quand on voit, nous, effectivement, un souci que l'on aurait pu éviter en tant que physicien, thermicien, de se dire si on avait pris quelques euros de plus, des fois c'est quelques millions d'euros de plus sur une centrale, mais on aurait sauvé des millions de vies, on aurait pu sauver des millions de vies, mais
sur un accident et l'accident ne se prévoit pas. Donc c'est très compliqué à travailler. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un apprentissage qui est, je vous garantis, énorme, que derrière l'ensemble des industries sur des accidents de ce type-là mettent tout en œuvre pour qu'ils ne se renouvellent pas avec vraiment beaucoup je dirais, d'addition de barrières positives. On a été peut-être trop négligent ou pas assez précautionneux, ce qui fait qu'un accident s'est produit. Un accident qui cause de la vie humaine qui est dans ce sens-là, on essaie de l'éviter et on y met par contre par la suite des précautions de barrières qui sont très très fortes par contre pour l'éviter. Donc voilà, si on sait le faire demain, on aurait pu le faire avant. Donc on est toujours dans ce phénomène économique où il faut sortir des produits, à un coût et ce coût-là, il faut le payer, il faut que les gens l'acceptent. Et donc on ne peut pas être à zéro défaut. Ça, pour illustrer un peu, c'est ce qui s'est passé avec Fukushima au Japon, parce que vous aussi, vous travaillez aussi sur le réchauffement, enfin la possible surchauffe des centrales nucléaires. Cet accident-là, ça a changé beaucoup de choses dans votre métier. C'est ce qui se passe dessus. Vous savez, quand vous avez un système de refroidissement unique qui peut tomber en panne et qu'il n'y a pas de redondance du système, voilà, la question se pose, pourquoi ? Voilà, et alors effectivement, un système comme ça, si on peut y accéder, si on peut y aller à pied, si on peut y travailler dessus, ça ne pose pas de problème. Si on se retrouve effectivement dans le cas qui est quasiment improbable dans lequel ils étaient, effectivement, on est dans une catastrophe naturelle. Est-ce qu'on peut éviter tous ces cas-là ? Je ne pense pas, parce qu'on aurait des systèmes qui seraient hors de prix pour le consommateur. Si on devrait toujours travailler sur le risque maximum. Par contre, il faut trouver le juste milieu. Je crois que c'est la responsabilité, ils l'assument, des industriels, de trouver justement ce juste milieu en essayant de ne pas être à risque zéro si c'est trop cher ou si le coût est trop cher, mais de prendre un mauvais risque. Sur Fukushima, ils avaient mis quand même un certain nombre de barrières qui étaient dans les barrières du classique et du standard et du normal. Ils n'avaient pas surdimensionné. Est-ce qu'on peut reprocher de ne pas surdimensionner ? Certainement pas. Par contre, ça a amené ça. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, ça arrivera une fois tous les 50 ans, tous les 100 ans. Voilà. C'est toujours pareil, puis ça arrive chez les autres, pas forcément chez nous. On est pareil en France, donc on a ce système-là où quelque part, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout travailler. Il est clair aujourd'hui dans les travaux que l'on fait, les travaux qui ont une incidence sur la mort du consommateur. Autrement dit, un passager avion par rapport à un passager train. Si un train s'arrête, c'est pas grave. Si un avion s'arrête, c'est un peu plus compliqué. Il y a un soin qui est apporté, réellement beaucoup plus important, un souci plus important sur le zéro risque sur l'avion plutôt que sur le train pour ces raisons-là. Mais dans les deux cas, on ne peut pas être à 0% de risque, c'est impossible.